I can't see. Float like a butterfly, scream like a banshee. Something's hiding in the pantry, but I can't find it, so would you please enchant me? Give me a potion. C'est le début du Pumpkin Autumn Challenge, les gars. Hello mes petits jus de citrouille au curry, j'espère que vous allez bien et que vous êtes autant extatiques que moi à l'idée d'enfin attaquer le Pumpkin Autumn Challenge édition 2020. En tout cas moi je suis dans les starting blocks depuis que j'ai vu passer la vidéo de Guimauve que je vous remettrai dans le petit. Et ben je suis en ébullition, j'ai carrément sorti mais des tonnes de bouquins de ma bibliothèque. J'ai essayé de faire des petites piles en fonction des catégories et des menus. Et je vous laisserai d'ailleurs en barre d'infos les liens vers ces vidéos explicatives de cette année et des années précédentes, comme ça si vous débarquez, et ben vous aurez toutes les informations. Et je vous propose que sans plus d'introduction, on se jette à l'eau parce que une fois encore j'ai vu extrêmement large. Je ne lirai pas le quart de tous les bouquins que je vais vous présenter, mais l'enthousiasme à l'arrivée de l'automne et des jours qui raccourcissent et des plaids qu'on ressort et des bougies et des sessions lecture tout le week-end parce qu'il flotte dehors, et ben moi ça me met en joie. Je dis adieu à l'été, bonjour l'automne et on y va. On entre dans le vif du sujet avec le premier menu qui s'appelle Automne frissonnant et la première sous-catégorie qui s'intitule Je suis Médée vieux crocodile. Et là on va partir sur du thriller, du frisson, de l'horreur et de la trahison. Pour ça j'ai choisi pas moins de 3 romans et une version abrégée d'un classique, je vous montre ça tout de suite. Franchement à la minute exacte où j'ai entendu le mot-clé trahison, j'ai su que j'allais sortir Thérèse Raquin, ou en tout cas la version abrégée. C'est écrit par Émile Zola, illustré par Maëlan Ghost et publié aux éditions de l'École des loisirs. Et on connaît toutes et tous cette histoire d'une femme qui va vouloir vivre son amour au grand jour avec son amant, et les deux du coup vont fomenter un complot pour essayer, et bien ni plus ni moins, de mettre 6 pieds sous terre le mari actuel. Le pitch est franchement très sombre, mais en plus avec les illustrations assez mélancoliques, je trouve qu'on va être tout à fait dans cette ambiance un peu creepy et ça va être juste délectable. Si je vous dis sorcière qui arrache le cœur d'une humaine, qui peut du coup la contrôler, qui va lui proposer un marché, c'est-à-dire séduire le prince d'un royaume pour éviter une guerre, lui arracher son cœur, et en échange de quoi la sorcière lui rendra sa liberté. Est-ce que ça compte comme une trahison? Je pense que oui, c'est pour ça que j'ai décidé de lire Donne-moi ton cœur de Sarah Wolfe, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ça commence à faire un petit moment qui traîne dans ma pile à lire, donc je pense que ce sera l'occasion idéale pour l'en sortir, et je suis extatique. Comme j'avais décidé que ce serait impératif que je lise le roman que je vais vous présenter tout de suite au moment du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai fait en sorte que ça rentre dans la catégorie. Donc du coup je suis partie du principe qu'un complot c'est une forme de trahison puisque on complote contre quelqu'un à l'égard d'un système ou d'une personne, et je vais donc pouvoir me caser la lecture de La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix. Dans cette histoire, on va suivre l'Astyanax, c'est hyper boré, un garçon et une fille, dans un univers avec des castes, avec des mages qui régissent la société, des histoires d'Amazones déchues, le tout sur fond de complots politiques, d'assassinats et de passé un peu sombre. Je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve que c'est un cocktail juste détonnant et parfait à dévorer avec un bon chocolat chaud au coin du feu. Oui, je suis un cliché, vous le savez, tous les ans, je me délecte à l'idée de pouvoir passer plus de temps dans mes pilou-pilou et je n'ai absolument aucun remords. Promis, on en a bientôt fini avec cette première sous-catégorie et j'ai décidé de lire The Whisperman de Alex North. Et là oui, je vous présente la version VO hardback sans la jaquette parce qu'elle était trop abîmée, donc je l'avais jetée. Je vais peut-être vous mettre l'insert, ce sera plus simple, surtout qu'il a été traduit en français depuis le moment où je l'ai acheté. Et je sais juste qu'on va suivre l'histoire d'un père et de son fils qui vont emménager dans une ville où il y a eu des disparitions d'enfants assez sordides il y a quelques temps, et le jeune garçon va commencer à entendre d'étranges murmures dans leur maison la nuit. Et je n'en sais pas davantage, mais je crois que si les enfants suivent ces murmures qu'ils entendent, eh bien c'est à ce moment-là qu'ils sont kidnappés. C'est tout ce que je sais, mais apparemment c'est juste frissonnant comme il faut, c'est un bon thriller. J'en lis pas beaucoup, mais je me dis que celui-ci me fait vraiment envie, donc ce sera l'occasion de sortir un peu de ma zone de confort. Et franchement, ce pitch est parfait pour Halloween, donc je suis ravie de me lancer. On enchaîne avec la deuxième sous-catégorie qui s'intitule Les chimères de la Sylve Rouge, et là c'est plutôt tout ce qui va être macabre, gothique, vampire, et j'ai décidé d'inclure 2 romans que je vous montre tout de suite. Et là je vais vous présenter sans doute
doute le livre que je trouve le plus moche de toute ma bibliothèque et vraiment quand je le vois j'ai envie de vomir par les narines, mais c'est pas grave parce que le pitch a l'air hyper prometteur. Il s'agit de Au bord de la tombe. C'est écrit par Janine Frost, c'est publié aux éditions Milady et ça raconte l'histoire de Catherine qui est mi-humaine, mi-vampire et qui n'a qu'une envie dans la vie, c'est de tuer son père qui est un vampire parce qu'apparemment il a rendu la vie impossible à sa mère, du coup elle veut la venger et elle va être kidnappée par un chasseur de vampires qui s'appelle Bones et qui va pas vraiment lui laisser le choix, c'est en gros tu fais équipe avec moi pour tuer certains clans de vampires ou alors tu meurs. Voilà, donc déjà de base bonne ambiance. Je crois qu'en plus il va y avoir une histoire de romance. Alors le syndrome de Stockholm ça a jamais été trop mon truc, que ce soit La Belle et la Bête, vous pouvez me l'englober avec tous les bons sentiments du monde, je trouve ça quand même glauque. Mais apparemment c'est très très drôle et les personnages principaux forment un duo délectable, donc affaire à suivre. Et je vous propose qu'on fasse le grand écart entre une couverture juste immonde et un objet livre magnifique. Il s'agit de Rocaille, écrit par Pauline Cidre. Je vous l'avais présenté à l'occasion d'un unboxing dans un vlog, donc je vous le remettrai dans le petit i. Et dans cette histoire, on va suivre le royaume de Rocaille, qui est en train de mourir d'un étrange mal que personne ne semble expliquer. Et du coup, il va y avoir une caste d'espèces de semi-revenants qui vont se mettre en quête de la dépouille de l'ancien roi, puisque le sang qui se dégage de cette dépouille permet de nourrir la terre de Rocaille, mais apparemment ce sang a pourri. Ils vont donc le faire revenir d'entre les morts pour partir à la recherche de son unique descendant. Mais d'après ce que laisse penser la couverture, cette quête va permettre non pas de trouver une solution, mais de tomber sur des mystères encore plus épais et nébuleux. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais c'est très accrocheur, très prometteur. Apparemment c'est un style un peu baroque, donc baroque, gothique, je sais que c'est pas exactement la même chose, mais j'avais envie de rester dans cette esthétique un peu fantaisie, très sombre et apparemment éminemment poétique, servie par une très jolie plume, donc je vous en donnerai des nouvelles. Pour la troisième catégorie qui s'intitule Les supplices de la belladone, le seul mot d'ordre c'est une couverture noire, donc là c'est pas trop compliqué, j'en ai trouvé deux dans ma bibliothèque, à commencer par La 9e maison, roman écrit par Lee Bardugo et publié aux éditions de Saxus, qui va mettre en scène une société secrète au sein de l'université de Yale, dans laquelle des meurtres vont se produire. Je crois qu'il y a une pointe de fantastique. C'est un roman qui a énormément fait parler de lui et sa sortie était vraiment très attendue. Je n'en ai volontairement pas trop découvert parce que vraiment je me laisser la surprise de cette première incartade de l'autrice dans le domaine de la littérature adulte. Affaire à suivre, mais je suis très intriguée. Et le deuxième roman que j'ai glissé dans cette sous-catégorie, vous n'imaginez pas à quel point il me fait envie, je guettais sa sortie, mais pas comme le Messie parce que c'est pas le moment de blasphémer, mais en tout cas avec énormément d'impatience et presque de fébrilité. Il s'agit de La guerre du pavot. C'est écrit par Rebecca F. Kuang et c'est une guerre entre un empire et une île voisine. On va suivre l'histoire de Rin qui est une jeune orpheline adoptée dont les parents veulent la marier de force. Du coup, elle va préparer le concours d'entrée d'une académie militaire et s'éveiller à ses pouvoirs chamaniques. Et je crois que le tout va quand même se corser quand il va y avoir l'attaque de l'Empire, l'académie va être dissoute et les soldats vont être affectés à des missions un peu particulières. Encore une fois, je n'ai pas trop voulu en savoir sur le déroulé de l'intrigue, en plus c'est quand même un beau bébé. En tout cas, c'est de la fantaisie asiatique et autant vous dire qu'il me tarde de découvrir ce roman. Dernière sous-catégorie de ce menu automne frissonnant, il s'agit de Esprit es-tu là ? Et je crois que c'est pas sorcier, vous ne serez pas étonnés si je vous dis que c'est plutôt des lectures qui tournent autour des fantômes, des souvenirs, des histoires de passé, de famille. Et j'ai choisi un recueil de nouvelles et de lectures graphiques, à commencer par Lumière Noire, écrit par N.K. Jemisin et publié aux éditions des Nouveaux Millénaires, puisqu'on va parler à la fois de dragons qui terrorisent la Louisiane, mais aussi de fantômes et de créatures qui survivent à l'humanité terrassée, et de tout un tas d'autres thématiques qui ont l'air vraiment ultra captivantes. Et N.K. Jemisin, c'est celle à qui on doit notamment la 5e saison qui a fait énormément parler d'elle puisque je crois que chaque tome de la trilogie a remporté le prix Hugo. Donc on est quand même sur du haut niveau et j'ai très envie de la découvrir sous le format des nouvelles. Surtout que ça a l'air quand même très intriguant tous ces points de départ d'histoire, donc je vous en donnerai des nouvelles très rapidement. Et puisqu'on parle de fantômes, je me suis dit que c'était l'occasion de sortir de ma pile à lire le roman graphique qui a littéralement porté la poisse, qui a hanté ma machine à laver, je vous expliquerai plus tard. Il s'agit de Sheets, c'est écrit par Brenna Tumler. Ça raconte l'histoire de Marjorie qui est une petite fille de 13 ans qui est en charge, qui a la responsabilité d'assumer la laverie familiale puisque c'est la seule à même de s'en occuper.
Et son quotidien va être bouleversé par l'arrivée de Wendell, qui est un petit fantôme, celui que vous voyez là, qui a été chassé du monde des esprits, on ne sait pas trop pourquoi, et les deux vont se rencontrer. Et apparemment c'est une histoire très émouvante, plutôt nostalgique, vraiment dans la retenue et dans l'émotion. Et c'est assez drôle puisque du coup c'est quand même un fantôme qui hante une machine à laver. Et quand j'ai reçu cette bande dessinée, il faut savoir que le jour même, ma machine à laver qu'on avait depuis 6 ans, a lâché littéralement, elle a refusé de s'allumer tout bonnement, elle n'a plus jamais fonctionné et ça m'a plutôt fait rire et je me dis qu'un roman hanté qui parle de fantômes pour le Pumpkin Autumn Challenge c'est juste parfait. D'ailleurs quand je regarde les couvertures je me rends compte qu'on va rester un peu dans cet univers du bleu pâle puisque j'ai l'intention de lire Passeur d'âme de Golo Zhao, publié aux éditions Cambourakis et qui raconte l'histoire de Yann qui est un passeur d'âme, c'est-à-dire que toutes les personnes décédées vont devoir se présenter à lui pour qu'il consigne leur histoire afin de pouvoir passer dans l'autre monde. Et il faut savoir que j'adore le travail de Golo Zhao, je suis totalement charmée à chaque fois que je lis un de ses ouvrages, même si ceux qui sont disponibles dans la collection Pika Graphics, je ne suis pas forcément toujours très satisfaite par la qualité de la traduction. Donc j'espère que Cambourakis saura déjouer cet écueil, mais cette histoire me vend littéralement du rêve et j'ai hâte de faire mon retour à son sujet. On entre enfin dans le deuxième menu qui est sans doute mon préféré depuis le début du challenge, il s'agit de l'automne douceur de vivre et la première catégorie s'intitule Il fait un temps épouvantail et j'adore ce jeu de mots au passage, je le trouve vraiment très réussi et là on va se concentrer plutôt sur tout ce qui est automne, Halloween, Samhain et j'ai un peu feinté parce que j'ai pas d'ouvrage qui se concentre vraiment spécifiquement sur ces périodes et comme j'avais pas envie de faire d'achat compulsif en vue du challenge, je me suis contentée de vraiment trouver des petites pistes, voilà j'ai feinté et en gros je me suis concentrée sur une romance qui se déroule plus ou moins en automne ou en tout cas il y a une histoire de food truck qui prépare des beignets à la citrouille et vous avez aussi tout un univers autour des cosplays, des conventions de fans geeks avec des petits clins d'œil je pense à ce qui ressemble bon an mal an à Star Wars. Je parle bien entendu de Geekirella écrit par Ashley Poston, je crois que je vous l'avais présenté à l'occasion d'un book haul ou de ma pile à lire estivale, je ne sais plus trop, je vous retrouverai la vidéo que je mettrai dans le petit. Bien entendu que j'avais envie de lire ce roman à ce moment là parce que quand même le food truck s'appelle Magic Pumpkin, donc ça me semble plutôt indiqué. Bon, et même si je suis pas une feinteuse dans l'âme pour le deuxième roman, j'ai aussi pris quelques petits chemins de traverse, puisqu'il s'agit de l'autoroute 32B, c'est écrit par Antonio da Silva et publié aux éditions du Rouergue, et ça raconte l'histoire d'une équipe de football féminine qui vont se retrouver coincées sur une autoroute. Jusque là, bon, à part le retour de vacances en plein mois d'août, c'est pas horrifique, sauf que il va commencer à y avoir des trucs un peu bizarres qui se passent avec des oiseaux qui se fichent dans le ciel, des soldats armés qui commencent à fermer les issues et obligent les automobilistes à continuer sur l'autoroute coûte que coûte et je crois que les gens vont devenir un peu cinglés et ça devient totalement n'importe quoi au fur et à mesure du récit. Je suis assez intriguée, c'est grâce à Stéphanie de la chaîne Pikiti Booking que ce bouquin avait rejoint ma pile à lire et ma foi je pense que à l'approche d'Halloween, parce que certes ça ne parle pas d'Halloween mais c'est quand même un côté très effrayant et moi j'aime beaucoup à l'approche de cette fête me plonger dans un ou deux romans qui vont vraiment m'immerger dans ce côté un peu horrifique et celui-ci fera vraiment l'affaire. Rien que le nom de la sous-catégorie suivante vend du rêve puisqu'il s'agit d'un chocolat chaud à la cannelle sous les saules et là on va se concentrer plutôt sur tout ce qui est enfance, famille, feel good et là je me suis un peu lâchée puisque j'ai 4 lectures mais c'est uniquement du graphique donc ça va aller assez vite et on attaque sous le prisme de la famille avec 12 301 jours avec mamie. C'est un roman graphique écrit par Églantine Chénaud et publié aux éditions Michel Lafon et je crois que ça raconte l'histoire d'une petite fille qui va être au chevet de sa grand-mère quand celle-ci va être atteinte d'Alzheimer. Voilà, famille, souvenirs, feel good je sais pas, mais en tout cas je pense que ce sera très touchant, très émouvant et c'est tout à fait ce que j'ai envie de lire en cette période. Autre récit qui promet d'être terriblement émouvant, mais faut bien reconnaître qu'on va faire un genre de pas chassé dans un autre style puisque je vais vous parler du manga Je brûle pour toi. C'est un boys love écrit par Noji et qui raconte l'histoire de Yuji qui est propriétaire de sa propre brasserie, qui adore cuisiner. Et sa vie se passe plutôt bien si ce n'est qu'il n'arrive pas à sauter de la tête son ami d'enfance qui s'appelle Soichi dont il était terriblement amoureux. Et pour éviter de souffrir de cet amour à sens unique, il a coupé les ponts il y a des années. Et ça se passe plutôt bien jusqu'au jour où Soichi va débarquer totalement épuisé au bord du burn-out devant la brasserie de Yuji qui va le prendre sous son aile, les deux vont se retrouver et moi vous me parlez d'amour, de sentiments, le tout sur fond de bouffe, je signe.
D'ailleurs, en parlant de manga qui donne très faim, j'ai l'intention de continuer au grand air avec le tome 5 écrit par Afro et publié aux éditions Nobinobi. Et cette série, je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne parce que c'est vraiment mon plaisir automnal et hivernal par excellence. C'est l'histoire de Rin, une lycéenne qui n'aime pas trop se mêler aux autres et à chaque fois qu'elle en a l'occasion, elle prend son scooter, ses affaires de camping en plein hiver et elle part se faire des week-ends dans des paysages ultra isolés et très beaux juste pour profiter des bains chauds, de se faire des bouillons devant le mont Fuji. Et un jour elle va rencontrer Nadeshiko qui est l'une de ses camarades de lycée et elles vont se retrouver dans le club de camping qui est l'activité principale du coup de plusieurs personnes dans ce lycée et c'est juste une histoire d'amitié, de voyage, de solitude et en même temps de bons sentiments, de plats partagés ensemble, d'expériences. Et c'est juste des moments passés avec ces jeunes filles dans le Japon un peu sauvage et c'est réjouissant, ça donne faim, ça donne envie de faire la même chose, de prendre son sac à dos, de se louer un scooter et vraiment de suivre leurs traces. Donc si vous ne connaissez pas, je vous le recommande chaudement et j'ai hâte de poursuivre l'aventure. Autre lecture qui promet de littéralement me faire chavirer, il s'agit de Pillow of the Woods. C'est écrit par Meika Nguyen et ça raconte l'histoire de Willow, une petite fille très sensible qui un jour va en avoir marre de toutes ces émotions qu'elle n'arrive pas à gérer. Elle va s'enfuir dans les bois, elle va rencontrer Pilou qui est un petit esprit des bois perdu et les deux vont se lier d'amitié. Cette fille va finir par se rendre compte que Pilou est lié à un endroit très spécifique où sa maman avait l'habitude de l'emmener. D'un point de vue graphique, ça correspond tout à fait à ce que j'ai envie de lire et ce par quoi j'ai envie de me laisser transporter en cette période et je pense qu'il va être question de deuil mais je voudrais surtout pas m'avancer. Affaire à suivre mais je pense que je ne regretterai pas mon achat. La prochaine catégorie va peut-être me donner envie d'aller consulter un orthophoniste parce qu'elle est pas facile à prononcer. Il s'agit de Fafnir ton assiette sinon pas de piécettes et on va se concentrer principalement sur le petit peuple, les mythes, les contes, les légendes. Et comme le petit peuple c'est pas vraiment ma tasse de thé, j'ai décidé de me concentrer plutôt sur l'aspect contes et légendes et un peu en biaisant, vous allez voir ça. Le côté conte va me permettre de lire Le Château de Hurle écrit par Diana Wynne-John qui est donc le texte à l'origine de l'adaptation par Miyazaki en fabuleux Le Château ambulant qui est mon Ghibli préféré de tous les temps comme beaucoup de monde et je pense que l'antre de calcifère où ils font cuire du bacon ce sera parfait pour l'automne et puis voilà c'est vraiment l'ambiance conte au coin du feu, on va passer de bons moments. Donc merci encore à Atina qui me l'a offert très gentiment pour mon anniversaire, c'était un excellent cadeau. Vous allez voir que c'est avec la prochaine lecture que j'ai un petit peu feinté puisque c'est un peu cet univers du conte et de la légende qui m'a donné envie de sortir de ma pile à lire le très beau et gros Géante qui est un roman graphique écrit par J.C. Devenay et illustré par, j'ai oublié, Nuria Tamari. Et ça raconte l'histoire d'une géante, mais j'avoue que je n'en sais pas beaucoup, donc je vais vous lire la 4e de couverture, j'aime pas faire ça, mais là je peux pas vous en dire grand chose parce que vraiment je vais me laisser la surprise, mais rien que ce petit texte donne diablement envie, on y va. Elle était une fois Céleste, orpheline recueillie au cœur de la montagne, petite dernière d'une famille de 6 frères, jeune fan avide de connaissances, arpenteuse infatigable d'horizons, de cimes et d'océans, familière des sirènes et des sorcières, princesse sérénissime, régisseuse du vaste monde et géante véritable. Je m'arrête là-dessus parce que ça se passe de mots. Dernière sous-catégorie de ce menu automne douceur de vivre, il s'agit de A Window to the Past et on se concentre principalement sur tout ce qui est sorcier, sorcière, magie et SFFF et je crois que je me suis encore fait plaisir niveau lecture graphique puisqu'il n'y a pas de roman que des BD. Pour remplir ce menu, j'ai donc choisi 3 lectures graphiques, mais une seule est disponible en français à l'heure actuelle, donc je vais commencer par celle-ci. Il s'agit de Sabrina l'apprentie sorcière, qui est écrite et dessinée par Thomson, Fish et Morelli, et comme il n'y a pas les prénoms sur la couverture, je ne les connais pas du tout. C'est publié chez Glénat, et je dois bien reconnaître que la jaquette française n'est absolument pas ma préférée, puisque en anglais ça donne plutôt ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis beaucoup plus fan de l'illustration sélectionnée. Mais en tout cas, le contenu est vraiment le même. Ça va être une aventure de Sabrina Spellman. Apparemment, c'est très doux, assez bon enfant. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Le trait graphique est ensorcelant, donc je pense que c'est tout à fait à propos. Et j'ai hâte d'enfin le découvrir. Le prochain roman graphique que je vais vous présenter, ça a été une rencontre totalement fortuite dans les rayonnages du W.H. Smith à Paris et il s'agit de The OK Witch, c'est écrit par Emma Steinkellner et ça raconte l'histoire de Mouse qui est une petite fille à qui il va arriver des misères, c'est-à-dire que plusieurs personnes vont essayer de gâcher sa fête d'Halloween et ces espèces de petits tyrans vont
du coup déclencher, bien malgré eux, les pouvoirs cachés de Moss, puisqu'en fait elle ne le savait absolument pas, mais elle est la descendante d'une éminente famille de sorcières qui a même été un peu connue à l'époque dans la ville, et du coup sa vie va changer du tout autour puisque les voitures vont se mettre à parler, puisque un journal intime un peu spécial va faire son apparition, qu'elle va en fait commencer à voir le monde caché des sorciers, et ça a l'air terriblement mignon. Et j'ai réalisé en relisant la 4e de couverture que ça pouvait en fait tout à fait coller avec la catégorie Il fait un temps vraiment épouvantail, donc je pense que ce sera un peu un crossover entre ces deux là, mais je suis vraiment très impatiente de découvrir cette histoire. Les graphismes sont juste adorable, je sais pas ce que vous en pensez mais je suis totalement conquise, et je pense qu'il va faire partie des premiers à passer à la casserole. Et dernière lecture pour cette sous-catégorie qui ne m'enchante pas moins, il s'agit de Witchy. C'est écrit et dessiné par Ariel Slamet-Rice et ça raconte l'histoire d'un royaume dans lequel la force de vos pouvoirs magiques est proportionnelle à la longueur de vos cheveux. Donc quand vous avez les cheveux longs, vous êtes embrigadés dans la garde magique pour protéger le royaume. Mais par contre, si vos cheveux sont trop longs, on vous chasse, on vous traque et on vous extermine. Ça a l'air juste passionnant, l'univers graphique est très intéressant, assez atypique, mais j'aime beaucoup la colorisation. Et je sais pas, j'ai été totalement envoûtée par ce résumé, envoûtée par les traits, et je l'ai vu passer sur l'Instagram de Chaussette, que je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos. Et elle et moi, on s'influence quand même assez régulièrement en matière graphique, donc j'ai hâte de le découvrir. On a enfin atteint les contrées lointaines du dernier menu qui s'appelle l'automne des enchanteresses, et la première sous-catégorie s'intitule les rêves d'aurore, et là ça va tourner principalement autour du militantisme et du milieu LGBTQIA+, et j'ai choisi 2 romans pour remplir cette catégorie. Pour explorer cette thématique, j'ai décidé de lire une romance qui se concentre sur une histoire d'amour MM et un livre post-apocalyptique, un peu réécriture de contes, qui tourne autour d'une histoire d'amour entre 2 femmes. Et je suis ultra excitée à l'idée de me lancer dans la romance MM qui s'intitule Le poids des sentiments. C'est écrit par N.R. Walker, c'est publié aux éditions MXM Bookmark et ça raconte l'histoire de Henry qui se fait larguer comme une merde par son copain parce que ce dernier le trouve trop gros. On adore, c'est toujours très sympathique, n'est-ce pas? Et il va rencontrer Reed qui est coach sportif quand il va s'inscrire à la salle de sport. Les deux vont commencer à discuter, peut-être petit à petit à se tourner autour, et c'est un récit sur l'amour, mais surtout sur l'acceptation de soi et de remettre un petit peu les pendules à l'heure en disant que oui, c'est important de prendre soin de son corps, de son hygiène de vie, mais que c'est pas parce qu'on est en surpoids et qu'on se fait larguer que c'est normal, c'est pas nous qui devons nous remettre en cause, c'est plutôt que l'autre est un gros déchet, qu'il faut apprendre à vivre avec cette blessure, et ça a l'air juste génial. Je l'avais vu passer sur la chaîne de Nina Quill, et affaire à suivre, en tout cas je suis très intriguée. Mais je dois bien reconnaître que son concurrent n'a absolument pas à rougir puisque je suis totalement impatiente de le découvrir. Il s'agit de Cinderella is Dead, c'est écrit par Kaylin Byron et ça raconte l'histoire d'une société dans laquelle Cendrillon et son prince se sont trouvés il y a 200 ans et depuis, toutes les jeunes filles sont obligées de raconter ce conte chaque jour, de le réciter par cœur jusqu'au jour où elles sont envoyées au bal qui met en relation jeunes filles et garçons, et en fait celles qui ne sont pas choisies par un homme meurt. C'est cool. Et dans cette ambiance excessivement accueillante dans laquelle on aimerait toutes et tous se plonger, on va suivre Sophia qui n'a absolument pas envie d'aller au bal, qui n'a absolument pas envie d'être choisie par un homme puisqu'elle est amoureuse d'une femme. Voilà. Et j'en sais pas plus, mais je pense que ça va pas très bien se passer pour elle. Et ça a l'air génial, assez rapide, c'est écrit plutôt gros et je trouve le principe hyper cool, donc vous pouvez être sûr qu'il sera lu cet automne et que je vous en parlerai dès que possible. Ce menu automne des enchanteresses va ensuite nous faire glisser vers une sous-catégorie qui se concentre principalement autour de l'art et de la dramaturgie avec l'intitulé Sarah Bernard Monstre Sacré, et j'ai décidé de me cantonner plutôt au théâtre et à la poésie, mais façon autobiographie, vous allez comprendre tout de suite. Pour la pièce de théâtre, c'est un peu la loose parce que je l'avais attaqué avec vous à l'occasion d'un vlog que je vous remettrai dans le petit i, et je sais que c'est la préférée mais alors d'une multitude de personnes, c'est un classique indétrônable et j'aimais beaucoup, mais je sais pas pourquoi j'ai calé avant même la moitié et j'aimerais beaucoup le terminer. Il s'agit de Cyrano de Bergerac, écrit par Edmond Rostand, et j'en profiterai également pour voir l'adaptation avec Gérard Depardieu parce que je pense que ça doit être juste génial à regarder, j'aime beaucoup cet acteur, en dépit de la personne en tout cas, hein. J'aime la plupart des films dans lesquels il apparaît, donc ce sera l'occasion d'étayer un petit peu ma culture personnelle.
Et la suite va plutôt tourner autour d'une poétesse écrivaine qui n'est autre que Anaïs Nin dans cette magnifique bande dessinée qui lui est consacrée, qui s'appelle Anaïs Nin sur la mer des mensonges. C'est écrit et dessiné par Léonie Bishop, c'est publié aux éditions Casterman. Et c'est intégralement dessiné au crayon de couleur, ça va se concentrer sur la vie de cette femme plus que sulfureuse avec une poésie juste incroyable. Je n'ai encore jamais lu d'Anaïs Nin, mais alors tous les extraits que j'ai pu voir passer de ses journaux sont totalement envoûtants. Et j'ai feuilleté cette bande dessinée et ça a l'air juste incroyable, très marquant et j'aime beaucoup. Donc ce sera vraiment, je pense, une très belle expérience de lecture qu'il me tarde de partager avec vous. Avant-dernière sous-catégorie de cette immense vidéo, il s'agit des écailles de Mélusine et là on va se concentrer principalement sur la notion de féminisme et de métamorphose. La métamorphose, ça me disait trop rien et je pense qu'on a déjà suffisamment à faire avec le féminisme, donc je me suis choisi 2 textes, à commencer mais par un classique du genre, à savoir Les monologues du vagin. C'est écrit par Eve Ensler et je l'ai dans une très vieille édition. Je ne sais même pas exactement de quoi il en retourne parce que j'étais persuadée que c'était une pièce de théâtre, mais pas du tout. Et en fait, j'en avais entendu parler à plusieurs reprises, mais ce qui m'a vraiment donné envie de le lire, c'est quand j'ai regardé la série Little Fires Everywhere, puisque à l'occasion d'un club de lecture, ce livre est cité, et ça m'a trop donné envie d'enfin le connaître, parce que c'est quand même un classique de la littérature féministe, et ben ce sera l'occasion. Il est hyper court en plus, donc je comprends pas que j'ai pas déjà pris la peine de le lire. Mais ben, ça sera affaire à suivre dans un prochain update lecture. Et je trouve que glisser d'un texte féministe fondateur vers une destinée de femme juste hors du commun, c'est quand même assez cohérent. Du coup, je vais lire Les fabuleuses aventures de Nellie Bly. C'est une compilation de tous ses écrits, et si vous ne connaissez pas Nellie Bly, je vous conseille vraiment de vous pencher sur sa vie parce que c'est juste fou, puisqu'elle a totalement révolutionné le journalisme d'investigation, puisqu'elle s'est quand même fait passer pour folle pour être internée afin de mener l'enquête à l'intérieur même d'une institution. Elle a été aussi l'une des rares femmes à être sur le front de la Première Guerre mondiale. Elle a fait aussi un voyage de 6 mois au Mexique avec sa mère en 1886. Enfin bon bref, elle a vécu des aventures toutes plus folles les unes que les autres et je trouve que c'est un destin qui mérite à être connu. Moi j'avais fait sa connaissance, il me semble, dans Les Culottés de Pénélope Bagieux, que vous avez juste ici. D'ailleurs, si vous ne les avez toujours pas lus, qu'est-ce que vous attendez ? Et je trouve que ce sera juste parfait, une bonne dose d'inspiration pour passer l'automne, ce sera cool. Et on arrive enfin à la toute dernière sous-catégorie qui s'appelle Nausicaa de la vallée du vent, et on va s'intéresser à tout ce qui est nature writing, écologie et post-apocalyptique. Et si vous aviez déjà quelques doutes quant à ma capacité à terminer toutes les lectures que je vous ai présentées dans le temps imparti, on va enfoncer le clou une bonne fois pour toutes puisque j'ai 2 romans et une lecture graphique, et on commence avec la 5e saison écrite par N.K. Jemisin et publiée aux éditions des Nouveaux Millénaires. Je vous ai parlé de cette autrice tout à l'heure avec Lumière Noire, qui était donc le recueil de nouvelles. Et là, c'est un récit post-apocalyptique avec le climat qui a foutu le camp, du coup la Terre passe son temps à trembler. Il y a les pires catastrophes naturelles du monde qui se produisent constamment et on va suivre l'histoire de certains humains qui essaient de survivre malgré tout. Ça a énormément plu, ça a très bonne presse, je vous l'ai dit tout à l'heure, des prix Hugo pour chaque tome paru de cette trilogie. C'est quand même un exploit qu'on peut bien souligner 2 fois dans la même vidéo. Et il me tarde de le lire puisque mon amie Amandine ne tarit pas d'éloges à son sujet, donc je pense qu'elle sera contente que je me plonge enfin dedans. Le prochain roman que j'ai décidé d'inclure à cette immense pile à lire, il sort cette semaine et il s'agit des Tentacules. C'est écrit par Rita Indiana et publié aux éditions Rue de l'Échiquier. Alors surtout ne vous laissez pas abuser par sa couverture qui n'est peut-être pas la plus engageante du monde parce que ce texte a l'air totalement unique, terriblement atypique parce que ça mêle beaucoup d'inspiration, beaucoup d'époques, beaucoup de thématiques. C'est à la fois de la SF, du contemporain, c'est à la fois littéraire et en même temps avec des mots d'argot. Et ça parle aussi un peu de décolonialisme, ça se base sur plusieurs temporalités. Je sais que c'est un petit peu nébuleux et je ne sais pas moi-même exactement comment le récit va réussir à enchasser toutes ces thématiques, mais on me l'a extrêmement bien vendu et j'ai terriblement hâte de vous en donner des nouvelles. Je vais peut-être vous lire juste quelques petites choses sur la 4e de couverture pour que vous ayez une idée peut-être un peu plus claire, mais c'est vraiment très intriguant. Comme tous les grands romans, celui-ci en contient beaucoup d'autres. Vous y croiserez les divinités afro-antillaises des mers des Caraïbes, la musique pop-électro, les flibustiers chasseurs de bétail sauvage, les gravures de Goya et l'art contemporain, les effets stupéfiants du Rainbow Bright. Aux côtés des personnages d'Alcide et d'Argénis, vous passerez du XVIIe siècle à l'an 2027, dans une société dominicaine post-apocalyptique prise entre pollution des mers et hyper-technologie oppressive.
À la croisée de Blade Runner de Ridley Scott et de La Tempête de Shakespeare, l'intrigue se déploie telle des tentacules, partant à l'abordage des sujets aussi divers que l'identité sexuelle, les désastres écologiques, la pauvreté et les inégalités sociales. Un livre à l'énergie punk dont le lecteur sort métamorphosé. Franchement, ça a pas l'air juste ouf. Oui, si, très clairement. Et d'ailleurs, le dernier livre de cette immense pile à lire qui dégueule partout sur mon lit, c'est n'importe quoi, c'est également publié aux éditions Rue de l'Échiquier. Il s'agit de Comme une bête ou Comment je suis devenu végétarien. C'est écrit et dessiné par Cédric Talling et ça raconte le parcours d'un Parisien qui du coup va se tourner peu à peu vers le végétarisme et ça va questionner notre rapport aux animaux, à la viande et à la nourriture en tant que société contemporaine et j'adore le travail de cet illustrateur, vous le savez, je vous en ai déjà parlé et je pense que celui-ci ne fera pas exception à la règle. Alléluia, on est arrivé au bout de toutes ces lectures qui vont m'accompagner du coup entre septembre et début décembre. J'espère que vous aurez peut-être pioché quelques idées pour votre propre pile à lire. N'hésitez surtout pas à me dire si vous participez au challenge cette année, ce que vous avez prévu de lire. N'hésitez pas à partager vos pales, que ce soit en commentaire, peut-être les liens vers vos piles à lire livres addicts, vers vos posts de blog. N'hésitez pas, je pense que plus on pourra regrouper de piles à lire, mieux ce sera. Je vous attends et en attendant de vous lire, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao! Wish I could feel what I can't see. Float like a butterfly, scream like a banshee. Something's hiding in the pantry, but I can't find it, so would you please enchant me?